Bienvenue à cette nouvelle édition des Rencontres d'Averroès, la 23e. On est toujours très heureux de vous accueillir comme ça dimanche matin au théâtre de la Criée. Le 13 novembre dernier, on avait du mal à vous accueillir sur le trottoir, donc les choses ont changé et on a peut-être aussi changé d'époque. En tout cas, le sens de ces rencontres est d'interroger les failles, les lignes de failles. Et donc après les failles généalogiques, historiques, géopolitiques, nous allons interroger ce matin avec nos invités les failles dans la cité, donc plus dans la réalité contemporaine. Donc bienvenue à cette table ronde. Je passe tout de suite la parole à Jean-Marie Durand des Inrocultibles qui va présenter nos invités et introduire cette table ronde. Bonne écoute. Merci Thierry, bonjour à tous, merci, bienvenue pour cette matinée un peu spéciale d'une certaine manière, puisque comme Thierry va nous le dire, on est quand même le 13 novembre, et évidemment sans fétichiser les dates anniversaires, c'est un peu compliqué aujourd'hui de ne pas penser quand même à cette date-là. Et peut-être pour une deuxième raison, aussi, cette matinée peut-être un peu particulière, c'est qu'elle est conclusive d'une certaine manière, puisque c'est la dernière de ces rencontres. Et de fait, elle nous invite à... Je ne sais pas si on peut, en l'occurrence, conclure sur la question de la faille, de la manière de la surmonter. Je pense que, de fait, on ne va pas avoir cette ambition-là. Conclure sur cet enjeu aussi important, ça sera difficile, mais au moins essayer de déplacer un petit peu, peut-être, le débat qui était, en effet, très intéressant depuis le début sur la question de la généalogie, de l'histoire, et peut-être s'intéresser à la question du politique, peut-être de manière plus frontale, la question du social, de l'économique, des questions qui aujourd'hui, évidemment, traversent l'ensemble des sociétés européennes, notamment. Juste une petite parenthèse que j'avais envie quand même de lui rendre hommage, parce que, mine de rien, je travaille dans un journal pour qui c'était une icône. Leonard Cohen est mort le jour où ces rencontres commençaient, et j'avais envie juste de citer une toute petite phrase, une de ces très belles chansons très connues, parce qu'il me semble qu'elle fait écho avec ce qu'on raconte en ce moment, enfin depuis ces rencontres. Il écrivait dans une chanson très célèbre « Il y a une fissure en toute chose, c'est ainsi qu'entre la lumière ». Et je trouvais intéressant de faire cet écho entre une fissure, une faille, une lumière, et de cette manière, c'est un peu peut-être qui nous guide aujourd'hui, et que finalement, d'Averroès à Leonard Cohen, il y aura peut-être un double patronage que j'avais envie d'assumer ce matin. Je vous présente nos invités. Dina Eshmat, bonjour, vous êtes maître de conférence en littérature arabe à l'Université américaine du Caire. Vous travaillez beaucoup sur les représentations de la ville, notamment dans la littérature égyptienne. Vous réfléchissez beaucoup à l'imaginaire urbain en littérature. Vous aurez des choses à nous dire là-dessus, beaucoup, je pense, passionnantes. À côté de vous, Thierry Pacaud, qui est philosophe et non pas urbaniste, comme on a tendance à souvent le qualifier. Ça l'agace un peu parce qu'il dit qu'il n'y connaît rien, même si ça fait 30 ans qu'il travaille sur la ville et sur l'imaginaire urbain. Il connaît assez très bien ces questions. Il vient de sortir un livre qui s'appelle « Lettres à Thomas More », sur son utopie, et entre parenthèses, qui est peut-être le plus important, et sur celle qui nous manque. Et peut-être que ça sera une manière de réfléchir avec vous aussi sur la manière de réinventer aujourd'hui un paysage urbain, un imaginaire, une manière de vivre ensemble. À ma gauche, André Arrea, vous êtes sociologue, vous êtes doyen de la faculté des sciences sociales à l'université de Bruxelles, l'île de Bruxelles. Vous travaillez depuis très longtemps sur les questions de migration, des politiques de l'asile, l'intégration. Vous avez publié un petit livre assez connu à la découverte qui s'appelle « Sociologie de l'immigration ». Vous travaillez sur les politiques antidiscriminatoires et vous avez beaucoup travaillé notamment ces derniers temps sur Molenbeek, qui est évidemment une question qui nous intéresse beaucoup tous ici. À mon extrême droite, même si le mot n'est peut-être pas le bon, Smaïn Lacher. C'est un mot. Vous êtes aussi sociologue. Vous travaillez à l'université de Strasbourg. Et vous aussi, vous êtes spécialiste des questions migratoires, notamment des déplacements de population. Vous avez beaucoup travaillé sur la question des réfugiés, sur lesquels, je pense, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Vous avez aussi, parallèlement à votre travail d'universitaire sociologue, travaillé comme juge assesseur au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à la Commission nationale du droit d'asile. Et enfin, Marc Répon, philosophe. Vous travaillez, vous êtes directeur du département de philosophie à l'ENS, à Normal Sup à Paris. Et vous êtes notamment beaucoup intéressé depuis longtemps à la question de la violence, puisque vous avez écrit beaucoup de livres dessus, notamment le dernier, L'épreuve de la haine, essai sur le refus de la violence, qui conclut une sorte de trilogie que vous aviez commencé avec le consentement meurtrier et la vocation d'écriture. La question de la violence vous intéresse donc depuis longtemps, on va revenir avec vous. Alors, pour commencer la conversation, peut-être 2-3 mots et lancer le débat. Donc, vous connaissez la règle du jeu, on discute ici une heure et quart, et après on parle avec vous. Je pense
important de dire quand même que depuis un an, nous vivons tous un moment un peu compliqué, ce que le juriste Antoine Garapon appelle de son dernier livre une démocratie sous stress. Et on sent bien que ce stress nous traverse tous, évidemment. Et parallèlement à ça, on entend dans le débat public sans cesse, ici d'une certaine manière aussi, des exhortations, des appels à vivre ensemble, à essayer de saluer ce qui nous unit, comme dirait aussi l'autre sociologue François Dubay qui vient de sortir un livre qui s'appelle comme ça aussi. On voit bien que chacun perçoit aujourd'hui la nécessité de reformuler finalement une politique plus inclusive et de stimuler la filia, comme on dit, c'est-à-dire la reconnaissance mutuelle. Donc cet imaginaire commun que chacun appelle de ses voeux, ces valeurs partagées, on l'entend tout le temps, et en même temps peut-être que cette manière c'est le signe aussi que si on l'entend autant, c'est qu'il n'a jamais autant été mis en péril. Et que d'une certaine manière, ce qu'on appelle faire société, un horizon commun, partagé, semble aujourd'hui assez fragile. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'intérêt de la discussion de ce matin, c'est d'évoquer à la fois le décrochage, évidemment, d'une partie de la population en France. C'est ça, d'une certaine manière, la faille. Mais c'est aussi, et peut-être ça va être une des clés de la conversation ce matin, la matérialité d'une relégation sociale, territoriale, économique, culturelle, qui est évidemment aujourd'hui au cœur de cette faille. Mais peut-être que la faille dans la cité, c'est peut-être encore pire que ça, c'est une hypothèse que je lance, peut-être une forme de résignation, comme si finalement il y avait une acceptation incorporée en nous-mêmes de l'idée que cette faille est inéluctable. Donc on voit bien qu'aujourd'hui la question c'est bien d'essayer de comprendre un peu à la fois comment les mécanismes de violence se constituent, comment ils se développent peut-être, et tenter de surmonter la faille, c'est au moins essayer de comprendre les mécanismes. Et donc peut-être pour commencer la conversation, j'avais envie de demander à Marc Répon, qui travaille sur les questions justement à la fois de mécanismes de production de cette violence et de la manière d'y faire face et d'y résister. Ce que finalement le 13 novembre, puisqu'on parlait de cette date-là, pour vous incarne. En quoi le 13 novembre creuse une faille ou pas dans la cité? Merci. D'abord, merci aux Rencontres Averroès, à Thierry Fabre et à toute l'équipe de leur accueil. Moi, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci aussi au public. Je suis toujours impressionné des gens qui se déplacent le dimanche matin comme ça en si grand nombre, au lieu de rester dans leur lit ou devant leur télévision pour venir écouter la philosophie. Donc merci et bravo. La faille dans la cité, effectivement, je crois qu'on pourrait répondre d'un mot. Qu'est-ce qui produit la faille dans la cité? Qu'est-ce qui nous donne l'impression d'une faille dans la cité? C'est l'expérience de la violence. C'est l'expérience de la violence, et pourquoi? Parce que dans le fond, ce que l'expérience de la violence produit, c'est d'abord des passions négatives. Elle fait entrer dans la cité des passions négatives que nous connaissons bien, qui sont la peur, la haine, la méfiance, la colère, qui peut être une passion positive, aussi bien positive que négative, qui est peut-être même parfois nécessaire, mais qui se manifeste aussi souvent comme une passion négative. L'expérience de la violence, parce que c'est vrai que lorsque nous ouvrons la radio le matin, lorsque nous ouvrons notre journal, lorsque nous regardons la télévision, nous avons l'impression que la violence est partout, qu'elle est omniprésente, qu'il n'y a aucun espace de la vie. Je ne parle même pas des violences intimes, dont il faudrait pourtant en parler, mais dans la cité, que ce soit dans les écoles, avec les violences scolaires, que ce soit les violences urbaines. Et puis, évidemment, ce qui exemplifie le 13 novembre, c'est l'irruption dans la vie d'une nouvelle forme de violence qui radicalise encore plus ces passions négatives. Elle les radicalise encore plus parce que la violence, il ne faut pas la comprendre seulement à partir de ses causes, comme on le fait tout le temps, en essayant de lui trouver ou non des justifications, mais le meilleur moyen de la comprendre, le meilleur moyen de voir ce qu'elle fait effectivement dans nos vies, c'est de l'analyser par ses effets. Donc quel est finalement le point commun entre la violence où qu'elle se produise dans la cité, que ce soit dans les rues, à l'école, dans les salles de spectacle, quand c'est un attentat terrible comme celui du 13 novembre dernier, eh bien, ce qu'elle produit d'abord et avant tout, c'est une rupture de confiance. Dans le fond, pour vivre dans un espace,
pour vivre dans la cité, pour vivre dans un espace urbain, mais ça vaut aussi à l'intérieur d'une famille et dans l'espace privé. Ce dont nous avons besoin, c'est que toutes les relations qui nous y constituent, avec des lieux, avec des êtres proches ou lointains, soient basées sur un minimum de confiance, sur une confiance qui n'a pas besoin d'être excessive, mais une confiance minimale qui nous est absolument vitale. Nous avons besoin de nous fier à ce qui nous entoure, nous avons besoin de nous fier à l'espace que nous traversons et aux gens que nous croisons dans ces espaces. Et dans le fond, ce que fait la violence, c'est briser cette confiance. La violence, c'est toujours une rupture de confiance. Je vais sortir un tout petit peu de l'espace de la cité, mais si je prends par exemple l'irruption dans une famille ou dans un couple, l'irruption de la violence conjugale ou l'irruption de la violence entre les parents ou les enfants. Ou je prends la violence scolaire, ce qui fait que dans la cour de récréation, tout à coup, un enfant est harcelé. Il a été beaucoup question du harcèlement scolaire ces derniers temps. Ce qui fait que dans l'espace de travail, on se trouve harcelé moralement et on subit une violence. Eh bien, ça veut dire que tout à coup, cet espace-là, la confiance dont nous avons besoin pour y vivre quotidiennement est interrompue. Elle est rompue. Et je crois que le 13 novembre, ce qu'exemplifie le 13 novembre, ce qu'il a signifié dans nos vies, et puis après le 14 juillet, et puis ensuite l'assassinat du prêtre dans les églises. Et vous remarquerez que tous ces lieux sont des lieux publics, sont des lieux que nous fréquentons, sont des lieux qui sont plutôt synonymes de confiance en général, la terrasse d'un café, une salle de spectacle, une église, etc. Eh bien, ces lieux-là, nous ne pouvons plus maintenant y évoluer, nous y trouver avec le même type de confiance qu'auparavant. Donc voilà, ce serait essentiellement ça ma première réponse. J'ai beaucoup de choses encore à dire. Bien sûr. L'abandon, mais ce sera pour plus tard. Oui, on commence Voilà. maintenant. Smaïn, comment vous analysez vous, cette difficulté aujourd'hui de nos sociétés à redonner de la substance à l'existence collective? Tout d'abord, bonjour. Je me joins aux remerciements de Marc. Je remercie beaucoup Thierry Fabre de mon invitation. Quand il m'a invité, je lui ai dit, là je parle sous ton contrôle, je lui ai dit que je n'avais pas de compétences particulières pour venir parler des failles de la cité, parce que le mot m'avait quelque peu sidéré, m'avait laissé aphasique. Et puis j'ai eu un petit retour d'automatisme scolaire et je suis allé voir ce que ça signifiait, faille. Parce que comme ça, je me suis dit je serais mieux armé pour comprendre ce que sont les failles dans la société. Alors, chez les sociologues, puisque je suis sociologue, on voit bien spontanément ce que peut signifier une faille, pas simplement en sociologie d'ailleurs, dans les sciences sociales en général. C'était sans surprise, et puis je suis allé voir chez les géologues. Et alors les géologues disent que c'est une fissure avec rejet des deux blocs situés de part et d'autre de la cassure. Et vous savez que donc ça c'est déjà intéressant, et les deux parties, ils les appellent des compartiments. Donc on pourrait, je sais pas, utiliser le mot classe par exemple à la place de compartiment. Et vous savez que le mot faille, c'est littéralement manqué. Et c'était utilisé par les mineurs du nord-est de la France qui ne trouvaient plus le filon ou la couche qu'ils exploitaient. Et alors, ils disaient que cette couche avait failli. Et c'est-à-dire qu'elle manquait car elle avait été décalée par une discontinuité. Voilà, donc alors il y a beaucoup de failles. Il y a des failles visibles, mais il y a aussi des failles invisibles. Et juste pour peut-être un mot sur le 13 novembre, c'est vraiment un mot. D'abord, j'ai été, comme beaucoup, absolument sidéré, parce que je ne pensais pas du tout... que cette chose fût possible dans la société française. Pourtant, le terrorisme, cette société, notre société, l'a connu, mais pas
pas de cette ampleur, pas de cette nature. Et la question que je me suis posée est une question très très simple à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse, malgré des études très très fines, très intelligentes sur les terroristes. C'est pourquoi on refuse d'être français. Voilà. Et donc, moi, je travaille sur les mouvements migratoires, sur les déplacements forcés de population. Et alors là, bien entendu, il est question de failles, il est question d'opposition, il est question, bien entendu, quasi systématiquement, enfin consubstantiellement lié à ces phénomènes, il est question de violence. Et à ce propos, je voudrais juste dire un mot. J'ai donc été, comme il a été dit, juge assesseur représentant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à la Cour nationale du droit d'asile. Et donc il y avait là des demandeurs d'asile. Mais le HCR aussi s'est beaucoup intéressé à une question alors invisible, celle de la violence qui est faite aux femmes pendant leur trajectoire, leur parcours d'exil, leur chemin interdit. Et là, le HCR a demandé une enquête à un sociologue, moi, en me disant, voilà, il faut impérativement que les femmes qui sont violentées pendant leur parcours clandestin soient protégées. Alors, il y a eu deux attitudes. Il y a eu une attitude consistant à dire, mais au nom de quoi on les protégerait dans leur parcours, parce que l'argument était le suivant, si vous protégez des femmes pendant leur parcours, à l'évidence, il y aura un appel d'air et toutes les femmes qui seront dans le parcours diront tôt ou tard qu'elles ont été violentées et donc qu'elles solliciteront une protection internationale. Bon, et d'autres disaient tout simplement, et pourquoi pas ajouter, et alors ça c'est un enjeu absolument capital, pourquoi ne pas ajouter aux 5 motifs de persécution de l'article 1 et 2 de la Convention de Genève, pourquoi ne pas ajouter un 6e motif qui serait celui du genre? Et toute l'enquête a résidé dans cette distinction entre violence et persécution. La violence ne ferait aucune possibilité de sollicitation, alors que la persécution est un motif, car on persécute au nom d'eux, et le droit international codifie la persécution. Voilà. Donc, ce que je voulais tout simplement dire, c'était que le travail sociologique, le travail du sociologue est un travail permanent sur les failles, mais plus particulièrement sur ce qui se défait, mais sur ce qui aussi se refait. Les choses se défont, sans aucun doute, mais les gens ont toujours des ressources absolument extraordinaires en période d'épreuve pour refaire, pour reconstituer le monde qui n'est jamais comme le monde d'avant, mais où c'est un impératif de reconstituer le monde pour pouvoir vivre dans des conditions à peu près dites. Voilà. Merci, on va continuer le premier tour de table. Peut-être André Area, vous qui êtes sociologue et d'une certaine manière, peut-être dont les travaux sont peut-être le plus proches de Smaïn, comment vous abordez cette question-là, je veux dire un an après le 13 novembre? Est-ce que la faillite dans la cité, c'est l'abandon des cités, pour employer un jeu de mots un petit peu simple et un peu évident? Oui, merci d'être présent. Et je pense par ailleurs que les rencontres d'Averroès, c'est une manière justement de surmonter la faille. Je pense que la démultiplication de ce genre d'initiative permettrait fort probablement de faire cela. Alors, je dirais que en 2 éléments. Le premier est assez ancien et peut-être pour un sociologue d'ailleurs est assez triste par sa répétition éternelle sur la question de la faille. Il y a 3 éléments perpétuels qui sont là, mais c'est pas une faille, ça c'est une fracture historique. Moi j'ai commencé à travailler sur l'école au milieu des années 85 et j'ai l'impression d'écrire exactement la même chose 35 ans plus tard. Et que quelque part ceux qui font partie de la bande des terroristes de Paris et de Bruxelles sont des personnes qui sont les enfants de ceux qu'on a étudiés il y a 30 ans. Et donc ça, c'est une répétition, je pense, qui est vraiment importante. Et moi, je faisais d'ailleurs un lien entre les émeutes qu'il y avait eu dans le début des années 90
en Belgique. Et puis ce que sont aujourd'hui devenus ces jeunes qui sont des terroristes. Et je me rappelle d'ailleurs que Dubert, en 1987, avait déjà dit qu'une des sorties du trou noir qu'il appelait celui de la galère était le terrorisme d'ailleurs. Bon. Donc c'est en même temps, voilà, c'est un constat quand même qui est vraiment terrible parce que d'une certaine manière, il y a un certain nombre d'éléments qui étaient là depuis longtemps, qui tournent autour de la question de la scolarité. L'inégalité sociale dans l'école est marquante, et elle est marquante. On le sait bien, les comparaisons internationales aujourd'hui, qui ont quand même un avantage, ça je le dis, je joue le tropisme belge en France, qui a un avantage, c'est de mettre la question de la nationalité d'origine ou l'ethnicité, et qui permet de moduler les statistiques françaises, démontre quand même que le système français est très inégalitaire. Et il est inégalitaire socialement d'abord et massivement, mais il l'est aussi ethniquement, comme c'est dans d'autres pays d'ailleurs, dont la Belgique. Autre élément qui est alors là encore plus sidéral, c'est que pour reprendre une vieille manière, c'est comment est-ce qu'on fait, comment on vit ensemble. On vit ensemble sous l'idée de la société ou sous l'idée de la communauté. Et on a vécu sur l'idée de la société, fondamentalement travaillée par le travail. D'ailleurs, on rencontrait l'autre dans le travail, par le travail, et grâce au travail, quelque part, on transcendait ce qui était nos spécificités. En absence de travail, il y a une logique de reconstitution autour des idées de l'entre-soi et donc de la communauté. Enfin, c'est une vieille opposition, mais qui n'est pas fausse et qui joue encore aujourd'hui quelque chose de vraiment très important. Au niveau de l'emploi, c'est sidérant. Le taux de chômage qu'il y a en Belgique, mais en France aussi, est considérable et il est là depuis excessivement longtemps. Et c'est pas simplement ne pas avoir une désespérance sociale, etc. C'est aussi l'impossibilité à des jeunes générations de pouvoir être autonomes, de pouvoir être autonomes financièrement, symboliquement, de construire des ménages, d'avoir une vie. Enfin, je veux dire, et donc c'est la difficulté de construire une identité qui se projette dans le futur et qui est là de manière très forte. Ensuite, il y a la question de l'enclavement spatial, ça on le sait très bien, on le connaît depuis longtemps, les banlieues en France ou plutôt la pauvreté à l'intérieur des villes, comme dans la plupart des autres villes d'ailleurs en Europe, qui crée aussi le fait que beaucoup de ces jeunes, même en France, enfin, même à Marseille, au quartier Nord, ce sont des citadins, mais est-ce qu'ils sont des citoyens ? Ils vivent la ville, mais venir ici, c'est venir dans un monde étranger d'une certaine manière. Et c'est vrai partout. Hein, je veux dire, bon, pour reprendre cette histoire qui évidemment rendait fous les Belges sur la question de Molenbeek. Molenbeek, c'est une municipalité de la région bruxelloise. C'est vrai que c'est la Belgique, c'est compliqué. En gros, Molenbeek, ça se trouve exactement à 1 km du centre-ville. D'accord ? Donc on va à pied, ça met 5 minutes, on y est tout de suite, on est dans la ville. Et pourtant, on doit franchir quelque chose qui s'appelle le canal, et franchir ce canal est une barrière psychologique qui change et transforme l'identité. Bon, cet enclavement conditionne à l'entre-soi qui, à un moment donné où la précarité s'accroît, conduit d'une certaine manière à séparer. Bon, donc, d'une certaine manière, les lieux de rencontre ne sont ni l'école, ni le travail, ni là où on vit. C'est difficile de vivre ensemble à partir du moment où ces 3 lieux-là, finalement, conditionnent des formes d'entre-soi particuliers. Mais je voudrais pointer 3 autres éléments, très brièvement, pour lesquels je pourrais revenir après. Alors, je parle de la Belgique. Hein, la Belgique. Sur l'islam. Ça, c'est vrai que c'est un vrai problème, puisque la question de l'islam, on peut dire, on a entendu Burga ici, etc. Je veux dire, pour un pays comme la Belgique, et je suis coprésident d'une institution qui s'appelle l'Institut pour la promotion des études sur l'islam, qui va essayer de développer la formation des imams en Belgique. Bon, c'est un peu le monstre du Loch Ness partout en Europe d'ailleurs. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que c'est l'État belge qui a donné à l'Arabie Saoudite la formation des imams en Belgique. Donc d'une certaine manière, c'est l'institution publique, c'est le roi Baudouin qui en 1974 donne la grande mosquée du cinquantenaire à l'Arabie Saoudite pour former les professeurs d'enseignement musulman dans les écoles, puisqu'il y a des cours de religion dans les écoles en Belgique, et la formation des imams. Donc d'une certaine manière, il y a une rupture par rapport à une tradition aussi, qui était, on pourrait dire, celui de l'islam de la Méditerranée ou celui du Maroc pour le coup, qui est quand même très important. Donc je pense qu'on ne peut plus éluder cette question sur comment est-ce qu'on crée aussi la question de l'islam, où il y a avec une multiplicité, parce qu'il y a plein de pratiques différentes, il n'y a pas l'unification, on remonte toujours les images qui créent comme ça des évidences qui n'en sont pas, de personnes qui prient dans une mosquée, alors ça donne la massification, alors ça a une uniformisation des pratiques qui est tout à fait fausse. Néanmoins, on se pose la question quand même de comment est-ce qu'on construit en Belgique, en France, en Europe, un islam et qui soit ancré dans les institutions. J'aurais 2 autres points qui sont importants pour moi. 1, la crise des institutions. Parce qu'aujourd'hui, la faille, elle est là aussi. Il y a une crise des institutions, et il y en a moins une qui est évidente, je pense, pour chacun d'entre nous. Nous savons très bien que les institutions ont fonctionné aussi sur des principes organisateurs qui sont les besoins au niveau de la santé, ou au niveau de l'éducation, ou de la justice, de nouveau l'école.
Or, aujourd'hui, il y a une contamination du marché partout. Partout. Le marché partout, dans toutes les institutions. Le marché, c'est justement la violence. Ce qui est le fondement même du marché, c'est la compétition. Le principe, c'est marcher sur la tronche du voisin. À partir du moment où, dans les institutions, on est dans une logique où, d'une certaine manière, on ne se pose pas la question des besoins, de l'inégalité de principe, du souhait d'essayer de faire aboutir à une efficacité fondée essentiellement sur la capacité d'arriver à ce que tout le monde, en fin de parcours, puisse avoir un principe d'égalité respecté, je pense qu'on est vraiment dans un gros problème. Et le dernier, qui est tout à fait lié à ça, mais qui est vraiment très particulier, et je ne peux pas aujourd'hui ne pas le dire, c'est la crise de la légitimité du savoir académique et scientifique. À partir du moment où un Premier ministre dit que telles études sociologiques ne servent à rien, je veux dire, d'une certaine manière, eh bien, tout s'équivaut. On peut faire des travaux pendant 10 ans, fondés sur une expertise qui suppose d'avoir des gens qui contrôlent les données que l'on a, qui vérifient les résultats que l'on a, qu'on a des peer reviews, et puis on a un cuitam à côté de ça qui dit « oui, mais dans mon expérience, ça se passe comme ça, donc ce que vous dites, ça ne sert à rien ». La crise de la légitimité du savoir, aujourd'hui, scientifique, académique, conditionne d'une certaine manière une mise en concurrence de l'ensemble des récits, où finalement ce qui va gagner, c'est quoi? C'est le récit le plus crédible. Regardez Trump, ça s'est fondé sur rien, mais puisqu'il est considéré d'une certaine manière subjectivement comme étant plus crédible, eh bien on va passer. On va rebondir dessus parce que on a plein de questions à vous reposer dessus, c'est intéressant, mais on va finir quand même le tour de table, vous remettre au table pour rebondir après sur tout ce que vous nous avez dit. Thierry Pacaud, vous avez un regard un peu déplacé, différent sur cette table-là, parce que vous vous intéressez plutôt au paysage urbain, à la ville, à la mer, de réinventer une manière d'habiter ensemble, parce que c'est aussi une des problématiques que nous posons ce matin, c'est comment vivre ensemble, c'est comment vivre dans un espace même. Précisément, qu'est-ce que le contexte du moment de cette année vous génère chez vous comme réflexion sur cette tension-là, sur cette démocratie sous stress dont je parlais tout à l'heure? Alors, bonjour à tous. Moi aussi, j'avais regardé le dictionnaire, bien sûr, et j'avais vu qu'il y avait des raisonnements sans faille, mais le mien aura des failles. Il y aura certainement beaucoup de lacunes. C'est aussi en provençal un mot pour dire le filet chez les pêcheurs, et puis c'est aussi un voile chez les flamandes. Donc c'est, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail lexicographique, mais c'est un mot très très riche que ce mot de faille, qui ne vient pas du latin du tout en français, il vient du gaulois. On va dire ça à certains candidats pour leur expliquer qu'il y a quand même un vieux fond de linguistique qui existe aussi chez nous. Quand je dis chez nous, il faut que je précise, comme ma voisine et mon voisin, que je suis aussi d'origine belge. Donc nous sommes tous les trois d'origine belge, ce qui modifie, je pense, le rapport de force. C'est pour ça qu'on est à côté les uns des autres. Alors, bon, je vais quand même répondre à la question, enfin essayer. Contrairement à ce que tu disais, entre 85, tes études et aujourd'hui, ça avait été plutôt une confirmation. Moi, mes premiers travaux sur la ville, aujourd'hui, je ne les signerai plus. Parce que, finalement, j'ai compris, je pense avoir compris un certain nombre de choses que je n'avais pas du tout perçues à cette époque-là, parce que je n'avais pas peut-être assez enquêté sur place et pas assez lu, en essayant deux choses. La première, c'était de désoccidentaliser mon esprit, ce qui n'est pas simple. Et à l'échelle planétaire, l'histoire de l'urbanisation, évidemment, est tout à fait autre dans d'autres continents qu'en France ou en Europe. L'Europe est un pays qui a 3 mégalopoles, c'est-à-dire des villes enfin, même pas de plus de 10 millions, mais avoisinant les 5-6 millions ou un peu plus. C'est Londres, Paris et Madrid. Toutes les autres villes sont petites. À l'échelle comparative, évidemment, de l'Asie ou de l'Afrique ou de l'Amérique latine, c'est une autre, tout à fait une autre dimension, hein, bien sûr. Et cette question de la dimension, pour moi, est cruciale. On ne l'a pas évoqué encore, mais je pense que la question de la taille, ce que Lewis Mumford, un auteur que j'aime beaucoup, appelait la juste plénitude, est décisive. Et j'appelle, moi, du coup, à la décroissance urbaine. Mais à la décroissance urbaine, non pas de villes de 20 000 habitants, mais de mégalopoles de 20 millions, comme le Caire. Hein. Et donc, pour ça, c'est évidemment une autre manière de réfléchir à une notion que je n'utilisais pas en 90 ou 95, qui est la notion d'écologie. Je suis maintenant absolument convaincu que l'écologie est une méthode qui est processuelle, qui est transversale et qui est interrelationnelle. À partir de là, évidemment, on ne réfléchit plus du tout de la même manière.
On n'entre pas dans une ville par des thèmes, par exemple la mixité sociale, l'aspect de la promenade, ou l'aspect du logement, ou des transports. Non, non, cette approche thématique qui est l'approche de nos gouvernements, c'est l'approche même de notre gouvernement municipal. Hein, les élus sont des élus thématiques. C'est pour ça qu'ils n'aboutissent à rien. Parce qu'il faudrait des élus transversaux, interrelationnels, et puis évidemment processuels. Mais ça, c'est quelque chose qui est très très difficile, parce que pour ça, encore une fois, il faut écologiser, comme dit Edgar Morin, écologiser notre esprit. Donc vous voyez, le boulot est énorme, hein. Il faut désoccidentaliser, et puis il faut en même temps écologiser. Bon, quand on regarde les institutions, leur lourdeur, leur difficulté à se modifier, je pense à l'école, on est plutôt mal barré. Alors maintenant, sur la question de la cité, je n'avais pas lu, quand j'étais petit, ce texte magnifique d'Émile Benveniste sur les deux modèles linguistiques de la cité, le modèle grec et le modèle romain. C'est même très intéressant parce que longtemps, moi-même j'ai enseigné cette bêtise d'un monde antique, gréco-latin, pensant que l'un était l'enfant de l'autre d'une certaine manière. Et pas du tout. C'est vraiment deux aspects totalement différents, pas seulement au niveau des mythes, pas seulement au niveau du panthéon des dieux, mais aussi, bien évidemment, dans la langue. Et ça, c'est quelque chose qui est décisif pour moi. Et donc, dans le modèle grec, pour aller très très vite et le caricaturer, vous avez d'abord la police, la cité, et les citoyens sont ceux qui viennent s'installer dans la cité. Je caricature un peu, bien sûr. Dans le modèle latin, c'est les citoyens qui se regroupent et qui créent la cité. Donc vous voyez, c'est deux processus tout à fait différents. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait cité? Rien. C'est ça la question fondamentale. C'est que l'urbanisation planétaire se fait sans ville. Alors ça, on a du mal à le comprendre parce qu'évidemment, il faut savoir ce que c'est qu'une ville. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ville? Une ville, pour moi, après des années de réflexion, vous allez voir, il m'a fallu beaucoup de temps pour pas grand-chose, mais je le propose quand même. Une ville, c'est la combinaison heureuse de l'urbanité, de la diversité et de l'altérité. Et si jamais il manque une de ces qualités, alors l'esprit de la ville disparaît. Et je donnerai des exemples pour concrétiser la chose. Si je loge dans une résidence fermée, une gated community, à ce moment-là, évidemment, il va me manquer la diversité. Et peut-être même l'altérité. Et dans ce cas-là, ça ne fait pas une ville. C'est le premier produit immobilier à l'échelle planétaire. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le ghetto des riches », qui est une enquête mondiale sur la diffusion de ce modèle architecturalo-urbanistique, mais en fait sociologique au fond et culturel. C'est le premier. Alors les arguments ne sont pas les mêmes. Aux États-Unis où c'est né, c'était plutôt pour la qualité de la vie, c'était pour disposer d'un green, c'est-à-dire d'un golf. Voilà, c'était quelque chose plutôt de haut standing. Très rapidement, en Amérique latine, c'est devenu un lieu protégé parce qu'il y avait une violence urbaine énorme avec des kidnappings, des demandes de rançon, etc. Bon, en Inde, où ce produit se vend très très bien, c'est plutôt la qualité paysagère. Mais ça jouxte le bidonville dans lequel réside tout le personnel qui vient servir ceux qui logent juste à côté d'eux. Et il n'y a pas encore de violence urbaine en Inde, de même nature qu'ailleurs. En Chine, c'est un standing, c'est une adresse. On achète une gated community parce qu'on achète une carte de visite. On veut montrer qu'on est quelqu'un, voilà, de telle catégorie sociologique importante. Donc, ce produit immobilier est très répandu en France, à Marseille, mais pas seulement, à Nantes, à Toulouse, c'est là où c'est né. Monet de Croix, qui est un entrepreneur de gated community, était, je sais pas moi, le 15e producteur de lotissement il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est le 3e. Parce qu'il a réussi à même offrir un éventail plus large de propositions, puisqu'il a aussi inventé les seigneuriales, c'est-à-dire des lotissements privatisés, sécurisés et médicalisés pour une certaine catégorie générationnelle. Évidemment, lorsque j'ai visité Sun City, qui est une ville interdite au moins des 55 ans aux États-Unis, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Et puis, quand vous discutez avec les gens qui sont quand même des grands-parents, ils vont voir leurs petits-enfants
dans les hôtels qui sont à l'extérieur de Sun City, parce qu'ils ne peuvent pas les recevoir chez eux puisqu'ils ont signé le règlement. Donc ça fait des choses assez curieuses, effectivement. Bon, mais en même temps, j'ai enseigné à State College, à l'invitation de mon ami Ivan Illich il y a très longtemps, et c'est à l'inverse, c'est une ville, c'est la capitale de la Pennsylvanie, hein, c'est une ville où il y a 34 000 étudiants sur 40 000 habitants. Donc c'est une ville aussi très curieuse, où il n'y a que des jeunes. Hein. Bon, c'est pas désagréable non plus. Vous préférez laquelle? Je préfère les jeunes, bien sûr. Parce que, évidemment, comme je suis très jeune, vous l'avez remarqué, donc du coup, je me sens plus à l'aise, évidemment, là. Donc, la cité, c'est ça. Alors, je vais reprendre les trois mots. Je peux prendre les trois mots très rapidement. Urbanité, diversité et altérité. Urbanité, c'est un terme qui est inventé par Cicéron, et c'est la maîtrise parfaite de la langue. C'est un point très important, je pense, pour nous tous. C'est que pour pouvoir accueillir l'autre, et pour pouvoir être hospitalier à son encontre, il faut le comprendre, il faut pouvoir échanger. Et si il maîtrise mal la langue, s'il bafouille, s'il a comment on appelle ça, un accent, etc., qu'on s'évertue à essayer de gommer généralement, l'urbanité, celui qui est urbain, c'est celui qui sait tendre la main à l'autre et traduire ou l'aider à s'intégrer, comme on dit, à une société. Donc l'urbanité, c'est une dimension très importante parce que c'est la capacité d'échanger, de communiquer. Et le mot est introduit en français seulement au XVIIe siècle, par Guez de Balzac, qui était un grand latiniste. Donc l'urbanité, c'est une notion très importante qui est maintenant totalement, comment dirais-je, galvaudée, puisqu'on parle de mobilier urbain, on parle, vous voyez, de qualité, d'urbanité d'un trottoir ou d'une rue. Non. Enfin, on peut, mais soyons plus précis, l'urbanité, c'est à ce sens-là de la maîtrise d'une langue. Et puis, le deuxième point, c'est la diversité. La diversité, c'est très simple, c'est la pluralité, pour le dire autrement, de tout. Des activités, des âges, des genres, des sexes, tout ce que vous voulez. Bon, et ça, dans des lieux où on va, au contraire, essayer d'introduire qu'une population particulière, après un tri social, comme ça a été la politique désastreuse des grands ensembles en France, là, forcément, on empêche la diversité. Et puis le troisième point, c'est l'altérité. L'altérité, c'est ce qui est inconnaissable. C'est la notion philosophique la plus difficile, je pense que Marx sera d'accord, c'est traiter de l'autre. Hein, et donc c'est la question encore plus difficile qui a été mentionnée tout à l'heure, celle que je n'arrive jamais à comprendre, c'est celle de l'identité. C'est une notion philosophique cruciale. C'est une autre rencontre d'Averroès, ce vieux copain, qui lui-même avait essayé de comprendre cette notion d'altérité. Pour moi, l'altérité, c'est l'inconnaissable. L'inconnaissable, ce n'est pas le méconnaissable. Le méconnaissable, on va s'y mettre, hein, c'est des questions de lacunes à combler, et puis on va connaître l'autre. Non, là, c'est l'inconnaissable. C'est-à-dire que c'est irréductible. Je ne connaîtrai jamais l'autre. Je ne connaîtrai jamais ce qu'est la prière pour un musulman, ce qu'est le pardon pour un chrétien, ce qu'est la jouissance pour tel homme ou telle femme. Non, c'est inconnaissable. Et l'altérité absolue, c'est le rapport entre le vivant et l'humain. Alors ça, pour moi, c'est constitutif aussi de la cité. Mais comment donner droit à la parole, donner droit politique, donner droit de ville à un arbre, à une montagne, à une rivière, c'est un enjeu fondamental. Et c'est une de mes préoccupations pour l'instant. Merci beaucoup Thierry. Dina, votre voisine, travaille aussi beaucoup sur ces questions des gated community, que Mike Davis, aussi sociologue américain, a beaucoup analysé dans des livres vraiment passionnants. Vous avez travaillé sur cette question-là, notamment, surtout à la ville du Caire, qui est votre ville. Qu'est-ce que vous avez perçu justement, au Caire, justement, comme modèle, de cette manière presque absolue, de cette séparation-là, de ces lotissements, de ces cités enclavées au sein même de la ville? D'accord. D'abord, merci à vous tous d'être ici. Merci à Thierry Fabre pour l'invitation. Merci à l'équipe des rencontres d'Averroès pour un boulot vraiment formidable. Mon voisin Thierry Paco m'a tendu la perche pour rendre un hommage à ma maman belge qui a en 1971 fait un voyage dans l'autre sens. Elle a immigré en Égypte. Elle s'est installée dans le Caire de 1971 et par sa très belle histoire d'amour avec mon père égyptien, elle a dépassé de nombreuses failles, que ce soit les failles dans la cité ou d'autres. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Évidemment, quelle
Où trouver d'illustrations plus éloquentes de la faille dans la cité que la ville du Caire aujourd'hui, mégapole de près de 20 millions d'habitants, où il y a un cloisonnement qui va s'accentuer. D'un côté, ces villes fermées que Thierry vient de décrire, qui ont des noms clinquants, des noms qui évoquent d'autres horizons. Alors l'exotisme, peut-être chez nous c'est dans l'autre sens, ça s'appelle Beverly Hills à l'ouest du Caire, ça s'appelle carrément Hacienda Bay, côte nord, à 100 km à l'ouest d'Alexandrie. Donc Hacienda, c'est pas sans évoquer les propriétés latifondières d'Amérique latine. Donc des noms qui évoquent une internationale néolibérale et qui évidemment mettent, ce qui est offert à des gens qui veulent aujourd'hui s'enfermer dans des ghettos de riches. Donc d'un côté, ces villes fermées, et de l'autre, la ville informelle, qui peut être un bidonville, mais qui n'est pas forcément un bidonville, qui est le lieu où les habitants prennent en charge eux-mêmes leur destin urbain, où ils construisent sans permis de construire, où ils s'occupent eux-mêmes d'installer l'eau, l'électricité, parce que la municipalité a arrêté de le faire, etc. Et c'est souvent, et paradoxalement, les lieux où naissent aujourd'hui des initiatives écologiques extrêmement intéressantes. Le recyclage des ordures avec des nouvelles associations, Solar Cities par exemple, dans les quartiers des chiffonniers, donc beaucoup d'initiatives et les gens, ce ne sont pas les taux de déchets par exemple qui sont produits par ces quartiers ne sont même pas comparables aux taux qui sont produits par les gated communities, à l'eau qui est consommée, pour les terrains de golf, pour les piscines, etc. etc. Donc, si on doit aujourd'hui penser à un avenir de l'urbain, paradoxalement, ce n'est pas dans le modèle des gated communities qu'il se trouve. Donc, moi, aujourd'hui, je vais parler très brièvement d'un roman qui s'appelle Utopia, un roman écrit par Ahmed Khaled Taoufi et traduit en français par les bons soins de Richard Jacquemont, qui a été publié en 2009 et traduit il y a quelques années en France. Donc le roman est situé en 2023, donc c'est l'Égypte du futur, et donc il a été écrit en 2009, et Ahmed Khaled Taoufi imagine les habitants d'Utopia. Donc Utopia, c'est une gated community, et les habitants, désolé du terme, ils s'emmerdent, ils n'ont plus rien à faire, ils ont tellement accès à tellement d'objets de consommation qu'ils n'ont plus... Voilà, il ne reste plus de loisirs, c'est la drogue à profusion, le sexe, etc. Et le passe-temps le plus excitant qui leur reste est de partir à la chasse à l'autre dans cette autre partie de la ville. Et donc ça illustre très bien ce que vient d'aborder Thierry Pacaud, l'idée de l'altérité, d'accord ? Et donc je vais lire un très court passage, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être long. Donc nous autres, les jeunes, nous en sommes venus à considérer la chasse comme une sorte de test de virilité. Ressim l'a fait. Une nuit, il s'est infiltré dans une de ces zones sordides où vivent les autres. Un quartier du Caire qui s'appelait Beb Shahriya ou quelque chose comme ça, il y a 20 ans. Il a kidnappé un de ses autres inutiles et l'a ramené à Utopia. Lui et ses amis se sont payés quelques bonnes journées à le pourchasser en voiture dans la colonie avant de l'achever, et Ressim a conservé sa main coupée qu'il a fait embaumer. Tous mes amis ont pratiqué au moins une fois ce sport, la chasse à l'autre. Tous en ont ramené un trophée qu'ils exhibent devant les gens comme moi. Et donc, c'est l'incarnation la plus littéraire de l'égoïsme territorial, un terme aussi de Thierry Pacaud. C'est l'incarnation la plus parfaite de la mort de la ville totale, l'esprit de la ville, l'incarnation la plus totale des frontières, du cloisonnement. Et une belle mise en littérature de l'esthétique de la violence, si on veut. J'utilise ici le terme d'un de mes collègues qui a analysé ce roman, Christian Jung, et qui disait que le roman a été publié en 2009, donc je ne veux pas vous raconter comment il se termine, mais il y a des basculements aussi dans ce roman, parce que quand le narrateur part à la chasse à l'autre, il se retrouve kidnappé par un autre, et cet autre ne correspond pas au cliché
qu'il se fait des habitants de la ville informelle et décide de le sauver. D'accord ? Donc je ne vais pas dévoiler le dénouement, mais ce roman a aussi été analysé comme un appel à l'action, comme un appel à réaliser enfin le dénouement sanglant, inéluctable de ce cloisonnement extrême. Donc voilà, et alors le roman, je termine là-dessus, donc c'est pas la fin de l'intrigue, mais il y a une des scènes à la fin du roman, c'est les autres qui attaquent, une foule d'autres qui attaquent et s'apprêtent à incendier donc l'Utopia. Voilà, donc c'est un roman qui a été publié 2 ans avant 2011 et qui après peut-être qu'on pourra revenir là-dessus dans la conversation. Très bien. Merci beaucoup pour ce premier... Je pense que ce premier tour de table a déjà quand même esquissé pas mal de questions. Donc après, c'est la question... Merci. Donc on voit bien que des sujets émergent un peu. La question de la faillite des élites politiques, de la crise des institutions, la question de l'école, je pense qu'il revient un peu tout le temps, des politiques publiques. La question de l'altérité, de l'égoïsme territorial, on voit bien qu'on est quand même là sur des thématiques assez fortes. Alors peut-être pour demander à chacun de rebondir maintenant les autres, je vais demander à Marc peut-être. Marc, répondre parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup. La question de la faillite des élites, de leur responsabilité se pose de manière assez forte. Je pense que c'est évidemment une question qu'il faut aborder. Merci beaucoup. Alors moi je vais parler dans le dictionnaire les différents sens et occurrences du mot faille. Mais le mot faille m'a évidemment fait penser à 2 mots très voisins, qui sont d'abord le verbe faillir. C'est-à-dire, est-ce que dans la faille, dans la cité, il y a quelque chose comme une responsabilité qui a manqué ? Est-ce que les élites politiques ont failli à leur responsabilité, par exemple ? Et puis, il y a évidemment le mot faillite. Le verbe faillite et le mot faillite. Et je décrivais tout à l'heure l'expérience de la violence. Évidemment, cette expérience de la violence, elle produit un sentiment d'abandon. Elle produit un sentiment d'abandon, c'est-à-dire que l'une des dimensions les plus ordinaires, les plus visibles de la faille dans la cité, c'est le sentiment qu'ont des parties croissantes de la population, tous ceux qui sont déshérités, déclassés, qui restent sur le bord de la route, qui ne profitent pas des progrès de la modernisation, etc., d'être les laissés pour compte du progrès. Donc elle a une réalité visible, sociale, immédiate, cette faille. Et alors, si on a l'impression d'une faillite des élites politiques, c'est parce qu'en fond, il y a 2 attitudes possibles. Soit celle de l'abandon, c'est-à-dire qu'effectivement, on fait semblant de ne pas voir, on fait semblant qu'il y a là un problème inéluctable, qui n'a pas de solution, que dans le fond, la précarité, on n'a pas de solution pour elle, les sans-abri, on n'a pas de solution pour eux, etc., etc. Donc soit il y a ce sentiment d'abandon, ou alors à l'inverse, une autre attitude politique qui est celle de ce que j'appellerais le mimétisme de la violence ou la théâtralisation de la force. C'est-à-dire que conscient de la faille, conscient effectivement de ce sentiment de violence, d'une violence subie qui s'empare de la société, alors en fait, ce que je suis en train de dire là, c'est le populisme. C'est la variante populiste qui se trouve partout en Europe et qui vient de remporter les élections aux États-Unis. Ou alors, l'autre attitude, c'est de répondre à ce sentiment d'abandon par la théâtralisation de la force. Je vais là ouvrir une parenthèse et revenir sur ce qu'évidemment nous avons un peu tous en tête, qui est la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Qu'est-ce que c'est que la victoire de Donald Trump ? C'est d'abord la victoire de la véhémence en politique. C'est d'abord la victoire de la violence verbale. Il se trouve que j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis tout au long de cette année pour y enseigner à plusieurs coins du pays. Et donc beaucoup suivi à la fois les primaires américaines et ensuite la campagne présidentielle au mois de septembre. Trump était tout le temps à la télévision, tout le temps sur CNN, tous les jours. Et chaque fois qu'il se livrait à une outrance verbale, chaque fois qu'il donnait l'impression de franchir une ligne rouge, que ce soit celle du racisme, du sexisme, de la xénophobie, etc., là où on pensait que c'était le mot de trop qui allait se retourner contre lui, eh bien, au contraire, il s'en voyait renforcé. Ça veut dire que
cette véhémence, cette violence verbale qui est celle du populisme, qui est commune à toutes les formes de populisme, s'est révélée payante en politique. C'est évidemment redoutable. On peut supposer que ça va faire beaucoup d'émules. Et c'est redoutable pour une raison très simple, c'est que, dans le fond, elle est toujours ensuite déceptive. C'est-à-dire qu'elle est mimétique d'abord et ensuite déceptive. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'effectivement, confronté soit à ce sentiment d'abandon d'une part, soit dans le fond à ce spectre de voir s'installer la véhémence en politique, l'idée dans le fond qu'il n'y a pas d'autre façon d'affronter la violence que d'y répondre par la violence, que celle-ci soit verbale, que celle-ci soit symbolique, ou même qu'elle puisse être institutionnelle. Je crois que ce dont nous avons besoin, premièrement, et ce serait ça ma réponse à la question qui nous était posée, la faille dans la cité, comment se dire, je crois que nous avons besoin d'une culture de la non-violence. Et nous avons besoin d'abord d'une description des effets de la violence, c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, et puis nous avons besoin de reprendre courage et de reprendre espoir dans les vertus du refus radical de la violence. Si j'ai écrit ce livre auquel vous m'avez fait l'amitié tout à l'heure de faire allusion, L'épreuve de la haine, essai sur le refus de la violence, que je n'ai pas voulu écrire pour des philosophes, que j'ai voulu lisible et accessible au plus grand nombre, c'est d'abord pour répondre à ce sentiment de désarroi que produit l'expérience de la violence et à cette impression que la violence serait une fatalité inéluctable dont on ne pourrait pas sortir et qui n'appellerait pas d'autre solution en retour que encore plus de violence, de véhémence, etc. Et en fait, nous avons des exemples. Nous avons des exemples de situations historiques extrêmement violentes, gangrénées par des violences qui n'avaient absolument rien à envier à celles que peuvent connaître nos sociétés, et de gens qui ont fait le pari, de grandes figures, qui ont fait le pari de tenir à un principe absolu, radical, éthique et politique de non-violence, et de multiplier les actions qui font valoir ce principe et qui prouvent qu'elles peuvent avoir des effets politiques. Je donne quelques exemples. Martin Luther King dans sa lutte pour l'obtention des droits civiques, Nelson Mandela et Desmond Tutu pour sortir le pays de l'apartheid sans violence, et c'était pas évident, c'était pas gagné d'avance. Romain Rolland, pendant et après la Première Guerre mondiale, faire en sorte, essayer, on peut peut-être pas arriver, que tous ces ferments de violence qui avaient gangréné la société pendant la guerre de 14-18 et qui restaient encore actifs après, eh bien, puissent se voir opposer le principe d'une action non violente, de rencontre, de dialogue interculturel qui fasse valoir une autre façon de répondre à la violence. Donc voilà ce que j'appelle la nécessité absolue aujourd'hui de s'en tenir d'un point de vue éthique au principe de non-violence et de développer une culture de non-violence. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Les rencontres d'Averroès, ça en fait évidemment partie. Les colloques, les rencontres, tout le travail associatif. C'est pas vrai que notre société est gangrénée par la violence. C'est pas vrai qu'elle n'a pas d'autre réponse que la véhémence. Moi, je suis toujours admiratif partout où je vais, et je vais beaucoup à la rencontre de publics non universitaires, non académiques, etc. Et beaucoup dans les milieux associatifs. Et il y a partout là où des sociétés, les micro-sociétés sont exposés à des formes de violence, mais des gens qui cherchent à faire quelque chose, et pas sur le mode de la violence, et qui cherchent à faire valoir cette culture de la non-violence. Donc non, je ne crois pas qu'on soit réduit à vivre dans la violence, et je ne crois pas non plus qu'elle soit une fatalité, et je ne crois pas non plus qu'il n'y ait pas d'autre moyen de s'en sortir que toujours plus de violence, toujours plus de violence, et cette espèce de surenchère qui, en réalité, ne répondra pas à la violence, mais ne fera que fragiliser un peu plus les plus fragiles et que creuser encore plus la faille. Donc, dans le fond, comment sortir de la faille? D'abord en évitant de la creuser plus profondément par l'installation de cette chose un peu dérangeante dans l'esprit. Évidemment que c'est ça, le 13 novembre, et le risque du 13 novembre, et le risque de ces attentats terroristes qui ont profondément ébranlé chacun d'entre nous depuis 2 ans. Le risque, c'est évidemment cette forme
de dépression, de découragement, de désespoir, qui nous ferait penser que oui, dans le fond, voilà, nous sommes rentrés dans une nouvelle époque, dans un nouvel temps dans lequel il n'y a que la violence et il n'y a pas d'autre réponse à cette violence que la violence. Donc si je suis venu aux rencontres d'Averroès, c'est juste pour, avec mes camarades ici, faire entendre le message par tous les moyens, autant que nous pouvons. Attachons-nous à développer dans l'espace scolaire, dans l'espace du travail, dans les relations, dans les milieux associatifs, une culture de la non-violence. Ismaël Lacher, justement, pour rebondir sur ce que venait de dire Marc, je sais qu'on en parlait tout à l'heure, où justement, Thierry Pacaud parlait de l'idée que rien ne fait citer aujourd'hui, que la société aujourd'hui est déliquescente, que les politiques publiques sont défaillantes, que les territoires sont abandonnés. Comment vous avez une vision en tant que sociologue, travaillant empiriquement sur ces questions-là, comment vous voyez ce problème-là? Et je sais que vous estimez qu'on a peut-être tendance un peu à négliger, oublier la réalité de politiques sociales qui sont, comment dire, encore malgré tout en partie efficientes. Oui, en vous écoutant les uns et les autres, je me demandais si la figure idéale de la faille, ce n'était pas la figure de l'étranger. Parce que l'étranger, c'est celui qui est là et qui, normalement, devrait être ailleurs. Dans son pays, dans son territoire, dans sa nation, etc. Et que dès que l'étranger entre, quelles que soient les modalités d'entrée dans la nation, bien évidemment, il touche fondamentalement à l'ordre des places. Et tôt ou tard, il faut lui faire une place. Bon, et ce réagencement, ce réordonnancement des places, bien évidemment, bouscule des intérêts, bouscule des privilèges, et surtout peut-être touche fondamentalement à la représentation que l'on a de la nation et de l'ordre national. Donc je pense que la figure de l'étranger est extrêmement intéressante pour regarder de près les failles visibles, les failles qui s'expriment au travers du discours public, mais aussi toutes les failles invisibles, toutes ces petits réaménagements, ces petits réordonnancements locaux, par exemple. Le deuxième point, c'est que je pense que si on pouvait donner une définition de l'étranger, alors il y en aurait en gros trois. La première, bien évidemment, le droit, c'est exactement ce que c'est qu'un étranger. Le droit dit qu'un étranger, c'est un non-national. Ou plus exactement, l'étranger, c'est d'abord celui que l'on définit, qui se définit par sa condition d'expulsabilité. Un étranger, c'est d'abord quelqu'un que l'on peut expulser, même si on ne l'expulse jamais. Ça, le droit le sait, les autorités le savent, mais celui qui peut être expulsé à tout moment, même s'il n'est jamais expulsé, le sait aussi parfaitement, et on pourrait en faire une traduction sociologique en disant qu'au fond, sa condition d'expulsabilité, elle contribue à sa condition ontologique de l'émigré provisoire. Voilà, ça c'est un premier point. Et donc, la question qui toujours se pose, et là peut-être que ça rejoint en partie les questions d'altérité qui sont, et d'identité qui sont extrêmement compliquées en sociologie, et dont l'usage est très très problématique. Peut-être que la question fondamentale à propos de l'étranger, c'est sa question de la légitimité. Et donc la question de sa légitimité. Toujours, à propos de l'étranger, on va le dire de manière un peu plus commune, à propos de l'immigré ou à propos de ses descendants, se pose la question de la légitimité de leur présence. Toujours. Bon. Et il y a toujours une espèce de suspicion qui ne cesse d'entourer leur présence et leur modalité d'existence, aussi bien dans l'espace privé que dans l'espace public. Et
Si on regarde la seconde définition, je dirais que l'étranger, c'est d'abord une condition ontologique. Condition ontologique, c'est une manière d'être. Et comme c'est un émigré, alors je rappelle qu'un émigré, l'INSEE et l'INED définissent ce que c'est qu'un émigré. Un émigré, c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger. Voilà. C'est comme ça que l'INSEE et l'INED définissent un émigré, même s'il a la nationalité française. C'est pour vous dire. Donc c'est une condition ontologique, c'est une manière d'être. Et là, comme ce sont des émigrés, c'est une manière d'être dans le monde des autres. Et puis, il y a une dernière définition qui me paraît tout à fait intéressante, qui est plutôt une définition philosophique, et c'est à mon avis celle qu'il faut retenir, parce qu'elle est très heuristique. Au fond, l'étranger, c'est celui qui n'était pas là depuis le début. Voilà. Et donc, entre le droit, c'est cette manière de vivre dans le monde des autres qui peut être un héritage qui se transmet, hein, et le fait qu'on rappelle toujours aux uns et aux autres qu'ils ne sont pas là depuis le début. Alors, à propos de l'immigration au sens général, même s'il ne faut pas confondre immigration et les immigrés, on pourrait dire que, bien évidemment, et ça, absolument personne ne le conteste, ils sont peut-être plus que la population majoritaire, victimes de discrimination, de relégation, etc. C'est vrai, encore qu'il ne faut pas confondre les immigrés et les descendants d'immigrés. Et quand on regarde de près, c'est-à-dire quand on va voir ceux qui savent compter, ceux qui savent produire des statistiques, ceux qui sont capables de regarder à la fois sur le long terme, qui sont capables de comparer, qui sont capables de produire des chiffres viables. Quand on regarde par exemple ce que font l'INSEE et l'INED en matière d'enquête, on voit que, bien sûr, les descendants d'émigrés dans certains secteurs ou dans certains registres sont encore plus discriminés que leurs parents, mais que majoritairement, ça peut vous étonner, mais il suffit simplement de se reporter à l'une des plus belles enquêtes, à la première grande enquête en France faite par l'INED et l'INSEE, c'est l'enquête Trajectoire et Origine. Et je suis désolé pour ceux qui ont une vision extrêmement pessimiste du monde et en particulier de ces populations et de ce qu'on leur fait, parce que c'est toujours des populations à qui on fait quelque chose. Les trajectoires ascendantes sont infiniment plus nombreuses que les trajectoires qui stagnent ou qui reculent. Donc c'est vrai pour l'école, c'est vrai pour l'embauche. Si je vous disais, par exemple, que le dernier rapport sur les discriminations dans la fonction publique, rapport qui a été rendu par un éminent professeur de Marne-la-Vallée à Manuel Valls le 12 juillet 2016, montre qu'effectivement les enfants d'immigrés seront discriminés, mais que là, le secteur où ils sont le moins discriminés, c'est dans les concours pour devenir policier. Bon, voilà. Bon, on peut tous ces alors c'est pas vrai pour les infirmières par exemple. Quand on a un nom à consonance étrangère, on est infiniment plus discriminé, mais par exemple c'est pas vrai pour ce qui concerne la fonction publique dans la police. Voilà. Donc ça c'est quand on regarde de près, c'est-à-dire quand on regarde chiffres à l'appui et quand on évite les grandes envolées lyriques sur ces populations dont on dit, paraît-il, qu'elles sont victimes, on voit que c'est infiniment plus compliqué. Alors, il y a aussi un autre point qui est aussi peut-être plus qu'une faille, une espèce d'explosion en vol de la question, de la grande question, de la question fondamentale de la solidarité, aussi bien de la solidarité nationale ou des solidarités nationales, mais aussi de la solidarité européenne. C'est ce qui nous est arrivé en 2015. La crise des réfugiés. La crise, alors on appelle la crise des réfugiés, en réalité c'est pas la crise des réfugiés, absolument pas. Il y avait pas sur la route, il n'y avait pas de réfugiés. Il y avait des exilés.
il y avait des exilés. L'exil, c'est pas une notion romantique, sauf pour les écrivains qui se retrouvent dans des chambres à écrire sur la machine à écrire. Non, les exilés, c'est un double mouvement. L'exil, c'est un mouvement à la fois d'expulsion et un mouvement de déplacement dans la géographie. C'est ça l'exil. C'est en dehors de chez soi, mais en dehors de chez soi pour y avoir été expulsé. Et peut-être que, et là j'insiste, peut-être que la condition d'étranger, en fait on la vit, on en fait l'expérience, non pas du tout dans le pays d'accueil, mais la condition de l'étranger, on la vit d'abord et on en fait l'expérience d'abord chez soi. C'est quand on ne compte pas, quand on ne compte plus, quand on n'est plus compté chez soi, qu'on fait cette expérience de l'étranger, c'est-à-dire de l'étranger à son propre monde, de l'étranger à sa propre société. Et vous avez vu que l'année dernière, en 2015, ça s'est passé sur un an, il y a eu en gros, si je devais résumer, 3 attitudes des puissances publiques, et en particulier de la puissance publique française. En janvier, ils arrivent, on est complètement indifférent, on pense que ça s'arrêtera, on pense que c'est un épiphénomène, on pense qu'il n'y a pas là de quoi s'émouvoir, de quoi prendre ses responsabilités. Et puis vers mai-juin, on commence à véritablement s'inquiéter quand les flux deviennent beaucoup plus importants en masse, car ce sont des déplacements forcés de masse depuis 2015. Ils arrivent devant l'Europe, on commence à s'inquiéter, et à partir de septembre, on a vu la panique, et en particulier quand il s'est agi de prendre en charge ces personnes qui ne sont pas des réfugiés, mais qui sont des exilés. On devient réfugié quand vous êtes passé en France par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Au fond, être réfugié, c'est un statut. Et c'est un statut, donc vous êtes inclus dans ce statut et vous avez des droits et des devoirs, ou vous êtes exclu de ce statut. Donc être réfugié au sens des journalistes et être réfugié au sens de la Convention de Genève, je vous assure que vous n'avez pas du tout la même condition. Bon. Voilà. Et ce ne sont pas non plus des sans-papiers, parce que les sans-papiers sont des nationaux. Ce ne sont pas des gens qui se déplacent dans la géographie, ce ne sont pas des gens qui vont de pays en pays. Donc là, nous sommes manifestement, historiquement, en phase de transformation paradigmatique en matière d'immigration. L'immigration avant, c'est les gens partaient d'un pays et savaient exactement où aller. Et surtout, peut-être que dans le trajet, ils ne rencontraient pas la mort. Alors qu'aujourd'hui, les déplacements forcés de population ne cessent de rencontrer et de jouer avec la mort. Je voudrais juste terminer par 2 choses, peut-être que j'étais un peu long, mais... parce que tout le monde dit à juste titre que oui, voilà. Non, simplement, juste depuis 2001, il y a ce que j'ai appelé un seuil d'indifférenciation. Aujourd'hui, dans quasiment toutes les réunions internationales ou même les réunions européennes, sont confondues en une seule et même question, la question de l'immigration ordinaire, régulière, la question de l'immigration clandestine, la question des demandeurs d'asile, la question des réfugiés et, depuis 2001, la question du terrorisme international. Très bien, merci. Andrea, pour rebondir sur ce que Smaïn vient de dire, vous avez beaucoup travaillé sur la question justement de l'intégration des étrangers. Voilà. Qu'est-ce que vous allez nous dire sur cette compatibilité ou incompatibilité supposée de mode de vie, de manière d'exister, de manière d'être entre justement précisément dans ces quartiers sur lesquels vous avez travaillé? Donc, je pense que c'est toujours, on fonctionne par une logique de globalisation, donc c'est toujours difficile. En fait, les enquêtes démontrent toujours qu'il y a beaucoup plus de différenciation. Ça ne se vend pas, évidemment, d'avoir des arguments sur la différenciation. Mais je rebondirai sur un point que Smaïn a énoncé, qui est, je pense que le problème, c'est celui de la constitution de ce que c'est un patrimoine national. Et en fait, les vagues migratoires font partie du patrimoine national et redéfinissent chaque fois les identités. Alors je sais bien que c'est compliqué. C'est quelque chose qu'on sait bien à Marseille. Je sais bien. Justement, non mais c'est pour ça que je dis Marseille, Bruxelles, de ce point de vue-là, je veux dire la dimension cosmopolite, de la diversité, de la difficulté d'identifier un type idéal de ce que c'est le Marseillais ou le Bruxellois, c'est vraiment très compliqué en raison de la diversité. Mais je pense que quand c'est vu au niveau de la nation, c'est beaucoup plus compliqué. Et quelque part, il y a un déficit historique lié d'une certaine manière à le fait que dans les symboles et la légitimité politique
des descendants. Enfin, c'est comme s'il y avait une contamination du stigmate quand même de génération en génération. La personne qui est de 3e génération a toujours presque son illégitimité de son identité au motif que quelqu'un serait venu à un moment donné, son grand-parent, etc. Donc je pense que là, il y a vraiment quelque chose à transformer, mais en même temps, je pense qu'il y a à ne pas perdre de vue aussi, dans ce mouvement-là, et là, je peux même faire ma mea culpa sur ce que j'ai étudié pendant plein d'années, c'est le trop faible attention portée à ceux qui sont déclassés dans ce même mouvement et qui sont issus de l'histoire nationale du pays dans lequel on se trouve. Et je pense que cette articulation-là, d'une certaine manière, a été un peu pas suffisamment étudiée, et aussi parce que les commandes portaient toujours sur les immigrés, et pas sur la population, je dirais, nationale, historiquement, qui s'identifie à celle-là, et sur lequel il faudrait être davantage centré. Moi, je voudrais prendre deux éléments, très très vite, et 2 exemples. Bon, revenir sur faire société. Je pense que l'urbanité constitue quelque part un pouvoir de substituer à une logique de société dans le cadre de la société industrielle, ou le pire, de communauté, qui est on constitue des entre-soi séparés, multiples, avec en plus, parce que ça on ne l'a pas dit jusque maintenant, mais il y a aussi des entre-soi mondialisés. Je veux dire, on passe de Dubaï à Paris, de Paris à New York, etc., exactement dans les mêmes chaînes, dans les mêmes logements. Bon, il y a aussi cette logique quand même globale, là, qui concerne une partie de ceux qui sont les plus mobiles. Et dans cette idée-là, donc, c'est travailler sur style de vie, sur mode d'usage de l'espace public, c'est travailler sur comment se rencontrer, mais dans le quotidien, qui ne soit ni le travail, mais qui soit, encore une fois, autour de la ville. Alors, je voudrais juste pour comprendre, oui, je dis toujours, non, parce que même sur la question de l'entre-soi, pour les pauvres, enfin, ça c'est radical, mais pour les pauvres, l'entre-soi, en fait, appauvrit. Pour les riches, l'entre-soi enrichit. Ça, c'est quand même la différence entre les deux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils permettent d'utiliser un capital social qui va se transformer en quelque chose d'autre pour ceux qui sont les plus dotés. Pour ceux qui sont le moins, d'une certaine manière, ça ne donne pas beaucoup de possibilités de trouver autre chose, d'avoir d'autres cercles qui ouvrent des possibilités, des opportunités. Enfin, c'est les vieux travaux de Granovetter sur l'emploi qui le disent. Mais je vous ai donné un exemple. À Bruxelles, dans la région bruxelloise, en fonction de l'augmentation démographique, il va manquer des écoles pour 20 000 élèves. Or, se pose une question fondamentale aujourd'hui. Et la question, c'est où est-ce qu'on va bâtir ces écoles ? Et c'est une vraie question. Est-ce qu'on le met dans un lieu qui est tout à fait enclavé dans le sud-est riche de Bruxelles, ou est-ce qu'on le met dans le nord-ouest, où c'est tout à fait enclavé, plutôt pauvre ? Et l'idée, c'est quand même utiliser des zones frontières, puisqu'on est dans des logiques, c'est plutôt la liberté totale du choix d'école, qui est maintenant un peu plus limitée, mais choisir le lieu, c'est aussi d'une certaine manière permettre d'imaginer des possibles d'échanges, notamment sur les lignes de fracture. Là où il y a des frontières entre deux milieux, l'exemple typique, je l'ai cité 14 fois, le canal de Molenbeek, être entre la partie riche et la partie la plus pauvre, être là à la jointure entre les deux, c'est créer des espaces potentiels où des projets peuvent naître de logiques de rencontres, de croisements de styles de vie, etc. C'est les lignes de faille de l'école, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, mais c'est pas acquis, parce que les politiques, ça ne leur plaît pas. Donc ça, c'est... Bon. Dernier point, il traite aussi sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur la véhémence verbale et politique, etc. Aujourd'hui, on est quand même confronté à une difficulté majeure qui est aussi liée, d'une certaine manière, au statut des débats comme ceux qu'on a aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, dans le débat politique et public, le mensonge parfois compte plus que la vérité. Bon. Et je trouve que ça, c'est quand même un vrai problème, d'autant plus que c'est le mensonge plus la violence, redoublé. Bon. Et donc là, je pense que je voudrais juste vous dire, moi, on a eu une expérience terrible. Il y a des groupes Pegida, donc c'est l'extrême droite qui vient d'Allemagne, etc., qui viennent même à des conférences à l'université pour perturber les discussions. Donc on est quand même dans un moment, je pense, dans un moment où la violence verbale est excessivement forte et où il y a des formes de rencontres perpétuelles. Donc je suis pour l'éloge de la non-violence, mais je suis aussi pour comment retrouver à soutenir la dimension assertive de ce qu'on peut dire. Donc je le dis très simplement. Moi je dis plus c'est compliqué. Parce que quand on dit dans un public de vulgarisation c'est compliqué, en réalité c'est comme si on disqualifiait l'ensemble du discours qui venait juste après. Non mais c'est vraiment, je veux dire, on peut le dire. Vous dites pas non plus c'est simple. Non, oui c'est ça. Non mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, non, franchement il y a un vrai débat là, qui est vraiment compliqué, les autres viennent avec des autoroutes de certitude qui sont basées sur la moitié de mensonges.
Et enfin, non mais c'est compliqué, c'est tordu, il faudrait revoir. Non, à un moment donné, je pense qu'on a des travaux qui démontrent des choses sur lesquelles il faut avoir une dimension assertive de défense de la ligne politique qu'impliquent les résultats des travaux auxquels on aboutit. Et c'est ce que disait Benjamin Stora hier à propos de l'histoire, de lecture de l'histoire, et donc voilà, on en est à... Oui. Et la traduction de ça, je termine là-dessus pour ne pas prendre trop de temps, la traduction de ça, c'est qu'on a décidé dans un groupe à l'université, composé à la fois de seniors, de juniors, beaucoup de doctorants, on est 50, et on fait des groupes de présentation, on a négocié avec des écoles pour aller dans les écoles, pour travailler sur déconstruction des préjugés et comment faire à rencontrer l'autre. En allant de l'université vers l'enseignement, enfin ce qu'on appelle l'enseignement secondaire en Belgique, qui serait les lycées en France, en se disant, de toute façon, les médias, c'est l'horreur, donc faisons un travail de... Pardon, mais... Habitué. Ça, c'est normal. Non, mais les aérocultistes, c'était très bien. Oui, non, mais allez-y. Non, c'est un média à part, c'est ça encore. On a la profession la plus détestée de France, hein, de toute façon, c'est après la politique. Non, mais c'est juste pour dire, c'est cette proximité-là qui doit être retrouvée dans un travail de fond et de terrain, puisque d'une certaine manière, c'est aussi la faille, elle réside aussi quelque part dans la séparation de la traduction des savoirs. C'est une façon de retrouver l'urbanité orale, d'une certaine urbanité telle que l'a définie Thierry Pacaud à travers la transmission du savoir. Oui. Et je me permettrai juste une remarque, mais je peux, enfin là où il en reste, c'est un peu plus intergénérationnel au vu aussi du public, parce que je pense qu'on n'arrivera à faire ça que si on travaille avec les jeunes, et au près et au corps à corps en permanence. Avant de donner la parole à la salle, c'est vrai que le temps avance vite, peut-être Thierry Pacaud rebondir un peu sur la question justement comment inventer des vies potentielles, réinventer un peu de ce que vous appelez de l'altérité dans un monde urbain. Est-ce que dans ce cadre-là, vous attribuez une responsabilité particulière aux politiques publiques? Est-ce que la politique de la ville, par exemple, qui a été quand même une politique publique forte constituée en France depuis 30 ans, à votre avis, était un échec, ou est-ce qu'elle a créé des effets intéressants de ce point de vue pour vous? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais dire deux choses sur ce qui a été dit préalablement, afin qu'il y ait quand même des échos, j'allais dire, à nos propos. Donc je suis moi aussi partisan de réhabiliter la non-violence. Ça ne va pas être simple, hein, mais c'est un courant qui m'intéresse beaucoup. Et si j'ai écrit des lettres à Thomas More, c'est pas simplement pour être dans l'actualité, puisque, comme vous le savez, il publie son livre L'Utopie en 1516, et donc il y a exactement 500 ans. Et je n'ai pas fait une biographie de Thomas More parce que je pensais que Attali allait la faire. Donc j'ai fait des lettres, mais manque de bol, il y travaille. Donc j'ai écrit des lettres à Thomas More, et Thomas More, il faut le savoir, c'est le pote à Erasme, et Erasme est le premier philosophe occidental à penser la paix. C'est très important parce que Aristote, Platon, enfin tous les philosophes sont des philosophes guerriers, enfin, d'une certaine manière, Descartes aussi, etc. Bon. Donc penser la paix est quelque chose de très difficile qui est en rupture avec le système politique dominant. N'oublions pas que qui va financer, disons là, ou mécéner, je ne sais pas si on peut inventer ce verbe, Erasme ou Thomas More, c'est des rois, c'est des chefs de guerre. Et la guerre, évidemment, est leur seule activité. Et tout d'un coup dire il faut créer la paix, ça veut dire on vous met au chômage technique. Vous n'êtes plus un guerrier, vous n'êtes plus un roi, et vous n'allez plus dégainer votre épée par la main droite. Donc vous allez donner votre main droite pour serrer la main de l'autre. Donc les premières formules de politesse sont déjà des formules de politesse qui sont des manifestations contre la guerre. Et ça ne prend pas, bien sûr, dans notre système social et politique ancien. Alors, à la même époque, au XVe siècle finissant, début du XVIe, celui qui était un vagabond, qui était un mendiant, on l'appelait le demeurant partout en français. Et du demeurant partout, on en a fait un SDF, c'est-à-dire un sans domicile fixe. Et ça, c'est ma première remarque. Le rapport à l'autre, c'est un rapport de... Alors, ça a été très bien dit par Marc tout à l'heure, et puis dans son livre, c'est encore beaucoup plus explicite, de haine ou d'amour. Il y a trois mots grecs pour dire amour, mais qui ne sont pas du tout contemporains les uns des autres. Mais là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Il y a Eros, il y a Philia, et puis il y a Agapé. Agapé a été traduit en latin par caritas, qui a donné charité, et qui a donné un verbe excessivement beau qu'on n'utilise plus, je vous invite à l'utiliser, chérir. Donc il faut chérir. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, parce que ça renvoie au don de Thomas More, non, de Thomas Mauss, qu'on appelle Marcel. Oui, non, mais je plaisantais. Merci de me reprendre. Donc, alors Marcel Mauss. Donc, le don, c'est une opération en 3 temps.
Hein, c'est donner, recevoir et rendre. Et nous sommes dans une société où l'on ne sait plus recevoir. Donc on a du mal à rendre. C'est ça qui est un point essentiel. Alors, sur la paix, j'ai dit 2 mots. Sur l'étranger. L'étranger, évidemment, en vous écoutant, je pensais tout de suite à l'excursus que Georg Simmel écrit sur l'étranger, et où il démontre que l'étranger, par son étrangeté, est la garantie de mes propres différences. Donc j'ai besoin de l'autre pour pouvoir exister moi. C'est ce que Paul Ricoeur, dans ses cours, disait pour qu'il y ait du soi, il faut qu'il y ait de l'autre. Et donc, c'est une dimension fondamentale, parce que pour qu'il y ait de l'autre, il faut qu'il y ait du monde, et pour qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait de la ville, peut-être. Peut-être qu'il faut cette forme d'urbanisation. Mais il faut aussi qu'il y ait de l'ailleurs. Et si Thomas More a écrit l'Utopie, c'est parce qu'il s'est nourri des 4 récits de voyage d'Amerigo Vespucci. Or, à la fin du XIXe siècle, il n'y a plus d'ailleurs. C'est pour ça que l'Utopie est un genre littéraire qui s'effondre et qui donne naissance à la science-fiction qui, elle, trouve un ailleurs hors de Terre, la Lune, Mars, etc. Donc, l'effacement de l'ailleurs produit un éternel ici qui fait que le tourisme de masse n'est plus dans l'étrangeté, mais dans la continuité du même. C'est un point, à mon avis, crucial, parce que la figure actuelle de l'étranger dans la ville, si je voulais réutiliser comme ça, transposer Simmel à aujourd'hui, ce serait le touriste. 2 milliards de touristes en 2018 à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que 2 terriens, 2 milliards sur 8 milliards, donc 2 terriens sur... 1 sur 4. Enfin bref, sur jamais 4. suis content, mais enfin, bon, beaucoup, voilà, c'est ça que je voulais dire. Beaucoup sont tout à coup touristes. Alors, là, ça pose la question, puis j'arrêterai là-dessus, parce que j'avais noté plein de choses, mais qui m'intéresse énormément, c'est ce que j'appellerais la précarisation du territoire. Ça a été dit tout à l'heure, le travail va manquer, le chômage va devenir, est déjà chronique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a le précariat qui remplace le salariat, il y a le stagiariat qui est l'antichambre du précariat, etc. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le territoire est précarisé. Le capitalisme liquide, aujourd'hui, par ses mouvements de déterritorialisation, de délocalisation et de relocalisation, méprise, ou plutôt est indifférent au territoire. Un territoire en vaut un autre. L'idéal de ville, pour ce type de capitalisme, ce n'est pas une ville, c'est un plateau technique sur lequel je viens brancher une gare TGV, un aéroport international, un palace, une université, etc. L'université, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est une catastrophe. Hein, donc c'est voilà un lieu qui n'est plus un milieu intellectuel, un milieu culturel. Il faut aller en dehors. Enfin, moi je suis comme Marc, je fais énormément de conférences dans des universités populaires, et là je sens un appétit de connaissances. Je vais à l'université. Non, bon, n'en parlons pas. Alors, parce que je vais vraiment... Tu vas te gâcher l'appétit. Voilà, absolument. Donc je reviens à ma position. Je crois que l'être humain, il est topophile. Parce que là, je suis bachelardien, évidemment. Il est topophile, c'est-à-dire qu'il aime le territoire. C'est l'ami du territoire. C'est l'ami de la maison, c'est l'ami de la demeure terrestre. Et aujourd'hui, cette amitié est très difficilement acceptée. Elle est même contrariée par toute une série d'organisations, dont justement l'immigration forcée, les exilés ou les réfugiés climatiques, etc. Ce que Paul Virilio, dans une très belle formule, avait dit, on est passé de la terre natale à la terre fatale. Et il a absolument raison. Là, tout d'un coup, il y a une sorte de dépossession de son propre, non pas enracinement, mais localisation. L'être humain est un être situationnel, relationnel et sensoriel. Et il ne peut exprimer ces 3 dimensions-là que par une territorialisation. Et cette territorialisation est quelque chose qui est en voie de disparition. C'est pour ça que c'est l'exercice que je fais faire à tous mes étudiants, quel que soit leur âge. C'est une autobiographie environnementale. Racontez-moi les lieux qui ont fait de vous ce que vous êtes devenus. Et c'est décisif. Si on faisait tout ça, disons, on serait déjà... bon, alors, on aurait déjà surmonté des failles. On aurait surmonté des failles. Je terminerai juste sur un point, parce qu'il y a eu Habitat 3, c'est-à-dire la 3e rencontre des Nations Unies sur la question de l'urbain, à Quito,
on n'en a pas du tout parlé dans la presse française, ce qui est quand même ahurissant. Bon, enfin c'est comme ça, c'est pour vous dire qu'on s'en fout complètement, et je répondrai du coup à la question de la petite de la ville dans 2 secondes. Et donc, moi ça m'intéresse de savoir où les gens résident, de savoir quelles sont leurs territorialités, parce que je ne pense pas à la territorialité sans penser à la temporalité. Et de la même manière qu'il y a des no man's land, je pense qu'il nous faut cultiver les no man's time. C'est-à-dire l'attente, l'ennui, la sieste. Vous voyez que des choses agréables. Grande vertu méditerranéenne, non? Grande vertu planétaire. Parce que Tolstoï siestait en Sibérie. Enfin bref, bon. Non, la sieste est un moment essentiel puisque c'est notre seul moment où on est entièrement soi-même. On est en accord avec sa chronobiologie. Ça, c'est rarissime, parce que l'école casse la chronobiologie. Enfin bref. Je suis excessivement tendu sur l'école et l'université, oui, parce que j'y ai consacré tellement d'années, et là c'était un échec retentissant, que je ne vois pas comment on peut réformer les choses, et l'école dans les utopies, c'est la clé. Hein, Fourier y insiste lourdement. Chez Fourier, vous avez 2 disciplines, qu'il n'appelle pas discipline, évidemment, c'est l'opéra et la gastronomie. Je dis ça l'autre jour à un inspecteur général. Je lui ai dit, voilà, il faudrait multiplier ça à 2 disciplines, ça suffit, plus français, plus géométrie, plus algèbre, plus ça. Gastronomie et opéra. Il m'a dit, au revoir, à bientôt. Donc, j'ai perdu mon temps. Bref, en tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que cette culture du temps et cette culture du territoire, je préfère territoire à espace, parce que espace, je ne vais pas faire le cuistre et rappeler le mot cora en grec, le mot spatium en latin, etc., mais c'est un intervalle. C'est pour ça qu'on le retrouve dans le vocabulaire de la musique, dans le vocabulaire de la géométrie et dans le vocabulaire de la typographie. Quand on vous commande un article, on vous dit 6000 signes, espace compris. L'espace, on n'habite pas un espace, on habite un territoire. J'insiste tondamment là-dessus, ou des lieux. Le mot topos me plaît beaucoup. Donc il nous faut redevenir les amis des lieux, redevenir les amis de notre temporalité qui vont avec ces lieux, parce que les lieux fonctionnent selon une chronologie. Là aussi, la petite de la ville a échoué parce qu'elle est incapable d'être chronotopique, c'est-à-dire d'analyser un espace public, c'est-à-dire une place, une rue, selon ses usages temporalisés. Le jour n'est pas la nuit, l'hiver n'est pas l'été, le lundi à 14h, ce n'est pas le mercredi à 18h, etc. Et toute cette sensibilité-là, squeezée par la normalisation, par la standardisation. Donc il nous faut lutter contre tout ça, évidemment. Alors 2 mots sur la petite de la ville. La petite de la ville a totalement échoué. Je n'ai jamais trouvé un journaliste, lorsque je dirigeais la revue Urbanisme, qui a accepté, même en le payant un peu plus, accepté de faire une enquête chiffrée sur le véritable coût de la politique de la ville. C'est excessivement difficile. Hein. Il y a eu des rapports de la Cour des comptes, heureusement. Il y a eu des milliards de francs, des millions d'euros qui ont été dépensés pour un résultat absolument médiocre, parce qu'on n'est pas parti des gens. C'est la seule raison. Il faut partir des gens. Vous ne pouvez pas modifier un quartier, un immeuble, si vous ne partez pas des gens. C'est eux qui savent ce dont ils ont besoin. Non, on arrive et on dit écoutez, vous n'êtes pas bien là. Bon, eh bien écoutez, on va payer un tel qui va s'en occuper, mais qui ne réside pas là, évidemment, et qui va toucher des millions pour ça. Moi, j'ai visité quand même, j'ai fait plusieurs enquêtes lorsque j'avais mon émission de France Culture sur la ville, dans des quartiers qui ont été, on appelle ça, réhabilités. Et il y en a un, je vous assure, j'étais sidéré. L'immeuble était repeint en vert, bon, pourquoi pas, et il y avait des balcons, sans plateforme. Oui, c'est un balcon, il n'y avait que le garde-fou, si vous voulez. Mais il n'y avait pas non plus de porte-fenêtre derrière. Heureusement, ça aurait été très dangereux. Et tout à coup, les gens disaient, voilà... Alors l'architecte était tout content de lui, il me dit, oui, j'ai cassé la monotonie, j'ai donné un rythme différent. Et les gens ont dit, mais on nous prend pour des Mickey. On nous met des balcons sans balcon. Vous voyez, donc on en est là. Et aujourd'hui, les balcons sont supprimés au nom de la maison passive. Or, le balcon, c'est la politesse de la maison. Habiter la ville,
On a envie de poser plein de questions, mais on est super en retard. Donc un dernier mot de Nina et après on peut donner Parce qu'habiter une ville comme Le Caire, habiter le monde, je pense et à travers les récits, la littérature, je pense que c'est une façon d'entrer dans la ville qui doit faire sens. Sûrement, oui. Je vais être très très brève. Deux choses. Sur la révolution de 2011, comme un défi à l'esprit de la faille, comme un défi à la faille dans la cité. Tahrir 2011, ça a été évidemment peut-être béatifié un peu, over-médiatisé, enfin sur-médiatisé, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été un moment extraordinaire. Pas simplement extraordinaire dans sa temporalité, parce que quand on entrait à Tahrir, le temps changeait, on n'était pas dans le même rythme, on oubliait qu'il y avait un couvre-feu, qu'il fallait rentrer chez soi, et dès qu'on dépassait les limites de Tahrir, on se souvenait, mais merde, il y a un couvre-feu, comment je vais rentrer, etc. Donc c'est pas simplement au niveau de la temporalité, mais aussi l'espace, c'est-à-dire que ça a été un lieu de rencontre entre le jeune de Hacienda Bay ou de Beverly Hills qui est venu et a rencontré ces autres qui n'avaient peut-être jamais eu l'occasion de rencontrer, sinon comme Thierry l'a décrit auparavant dans le cadre des services à la maison, enfin des gens qui vont travailler, faire le ménage, etc., dans les gated communities. Donc ça a été un moment de décloisonnement extatique, révolutionnaire, etc., de reconquête de l'espace urbain au sens littéral, reconquête des murs sublimés dans le graffiti, etc. Également reconquête des lieux comme les mosquées, les églises de la place Tahrir qui ont été transformés en dispensaires, etc. Mais je voudrais aussi penser Tahrir non pas... et c'est évidemment une rupture, mais c'est pas un lieu ou un moment complètement coupé de ce qui l'a précédé et de ce qui existe aujourd'hui. Donc ce qui existe aujourd'hui, je voudrais rebondir là sur ce qu'a dit Thierry et parler d'un exemple, c'est le Caire islamique et les projets de comment ça s'appelle de rénovation, disons, des vieux monuments qui tombent en ruine et d'un quartier qui est magnifique et qui est habité par des gens. Donc jusqu'à présent, ces quartiers étaient donc rénovés par des décrets, alors le Haut Conseil des Antiquités, le machin, le truc, et donc c'était magnifique, sauf que voilà, les gens qui y habitaient, les artisans étaient chassés, poussés vers la périphérie. Donc maintenant, il y a des associations, alors je ne sais pas si on peut parler d'un esprit de 2011, etc., mais il y a des associations maintenant qui sont très actives et qui, avant de travailler, organisent pendant 2 ans, donc c'est 2 ans, ils passent 2 ans à discuter avec les habitants, à essayer de savoir quels sont leurs besoins, comment ils imaginent leur quartier, etc. Et donc il y a une rue qui s'appelle le Darb el-Ahmar où ça a donné un excellent résultat. Il y a des centres culturels, les maisons ont été rénovées et sont toujours habitées, parce que c'est ça l'idée, par les mêmes personnes et non pas... il n'y a pas eu de processus de gentrification. Évidemment, le quartier est mieux coté maintenant, il y a des petites places, il y a des lieux où on peut sortir, etc. Mais voilà, ça a été, il faut se donner le temps. Donc ça a été sur le temps long, etc. Et ça, je veux dire, c'est l'espoir d'aujourd'hui. Rebondir aussi un peu sur ce que disait Smaïn tout à l'heure. Enfin, c'est vrai que c'est sombre, la perspective elle est un peu sombre, on peut pas... mais il y a des initiatives comme ils disent en anglais underground, grassroots, etc., qui sont quand même très intéressantes et qui donnent l'espoir pour demain. Voilà. Merci beaucoup, la parole est à vous. On a été un peu long, mais c'est vrai que bon...